6 mai 1945. Un général allemand entra dans le quartier général de Dwight Eisenhower à Reims en France avec une proposition extraordinaire. Le général Alfred Jodl était arrivé ce soir-là, accompagné de l'amiral Hans-Georg von Friedeburg, qui avait échoué 2 jours plus tôt à négocier une paix séparée avec Montgomery. Il portait une nouvelle offre. L'Allemagne se rendrait immédiatement à l'Amérique et à la Grande-Bretagne. Chaque soldat, chaque char, chaque avion sur le front occidental déposerait les armes. Mais il y avait une condition. L'Allemagne voulait continuer à combattre l'Union soviétique. Pas seulement continuer à combattre, elle voulait du carburant américain, des approvisionnements américains, un soutien américain. Le haut commandement allemand proposait une alliance, les ennemis d'hier combattant ensemble contre l'armée rouge. Le général Alfred Jodl se tint devant l'état-major d'Eisenhower et plaida sa cause. Les soviétiques étaient à la véritable menace pour la civilisation occidentale. L'Allemagne les avait contenus pendant 4 ans. Si l'Amérique les aidait à continuer, Staline pourrait être arrêté sur les lignes actuelles. La réponse d'Eisenhower allait façonner les 50 années suivantes de l'histoire. 6 jours plus tôt, Adolf Hitler s'était suicidé dans son bunker berlinois. Son successeur désigné était l'amiral Karl Dönitz, commandant de la marine allemande. Dönitz se considérait avant tout comme un officier de marine. Quelles que soient ses vues sur l'idéologie nazie, il avait observé l'effondrement de la position stratégique de l'Allemagne pendant 4 ans. Il héritait d'un cauchemar. Berlin était tombé aux mains des Soviétiques. Les forces américaines et soviétiques avaient fait leur jonction sur l'Elbe, coupant l'Allemagne en 2. Des millions de soldats allemands étaient piégés dans des poches à travers l'Europe, sans issue. Dönitz comprenait une chose clairement, la guerre était perdue, l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Mais il comprenait aussi autre chose, l'Allemagne pouvait encore choisir à qui elle perdait. Se rendre aux Américains signifiait des camps de prisonniers de guerre, des procès pour certains dirigeants, l'occupation et finalement la reconstruction. Se rendre aux Soviétiques signifiait une brutalité systématique, la déportation vers les camps de travail sibériens et l'asservissement permanent du peuple allemand. Dönitz prit une décision calculée. Il essaierait de se rendre uniquement à l'ouest tout en continuant à combattre à l'est. Chaque soldat allemand sur le front de l'Est comprenait ce que Dönitz comprenait. La captivité soviétique signifiait la mort. L'armée rouge avait subi 27 millions de morts en combattant l'Allemagne. Les soldats soviétiques avaient libéré des camps de concentration et vu les atrocités allemandes de leurs propres yeux. La vengeance n'était pas seulement permise, elle était encouragée. Les troupes allemandes qui se rendaient aux soviétiques faisaient face à l'exécution sommaire, à la famine dans des camps à ciel ouvert ou à des décennies de travail forcé en Sibérie. Sur environ 3 millions de soldats allemands capturés par l'armée rouge, les historiens estiment qu'environ 1 million moururent en captivité, un taux de mortalité dépassant les 30%. Entre les mains américaines ou britanniques, le taux de mortalité était inférieur à 3%. Le calcul était simple. Se rendre à l'ouest ou mourir à l'est. Alors, les soldats allemands coururent. Des divisions entières abandonnèrent leur position et marchèrent vers l'ouest, espérant atteindre les lignes américaines avant que les soviétiques ne les rattrapent. Les civils allemands firent de même. Des millions de réfugiés encombraient les routes, fuyant l'avancée de l'armée rouge. Des femmes qui avaient entendu ce qui s'était passé en Prusse orientale, des familles qui pouvaient entendre l'artillerie soviétique se rapprocher d'heure en heure. Pour une mère dans un chariot de réfugiés ou un soldat dans un trou individuel, chaque heure de négociation à Reims n'était pas de la diplomatie. C'était la différence entre une vie à l'ouest ou une mort à l'est. La proposition de Dönitz à Eisenhower n'était pas une stratégie abstraite. C'était le calcul désespéré d'une nation qui voyait le temps s'écouler. La première tentative de Dönitz eut lieu le 4 mai. Il envoya l'amiral Hans-Georg von Friedeburg au quartier général du maréchal britannique Bernard Montgomery à Lunebourg. Von Friedeburg proposa exactement ce que Dönitz voulait. Les forces allemandes dans le nord se rendraient aux Britanniques, mais il voulait aussi inclure les forces allemandes faisant face aux Soviétiques, en particulier le groupe d'armées Vistule combattant à l'est. Montgomery accepta une partie de l'offre. Il accepta la reddition d'environ 1 million de soldats allemands en Hollande, dans le nord-ouest de l'Allemagne et au Danemark. Mais il refusa de toucher au front de l'Est. Pas d'accord séparé excluant les Soviétiques.
La reddition tactique fut signée. La proposition plus large était morte. Dönitz reçut la nouvelle et n'abandonna pas. Si Montgomery ne voulait pas traiter de la question orientale, peut-être qu'Eisenhower le ferait. Il envoya un officier de rang supérieur pour essayer à nouveau. Le général Alfred Jodl, chef des opérations du haut commandement allemand, se rendit à Reims le 6 mai, accompagné de von Friedeburg. Jodl apportait la même proposition et il apportait autre chose, l'autorisation de négocier. Alfred Jodl était l'un des officiers les plus hauts gradés de l'armée allemande. Il avait été le principal conseiller stratégique d'Hitler pendant toute la guerre. Maintenant, il était assis en face du chef d'état-major d'Eisenhower, le général Walter Bedell Smith, plaidant la cause de l'Allemagne. L'argument était simple. L'Allemagne ne pouvait pas survivre à l'occupation soviétique. Les forces de Staline imposaient déjà des dictatures communistes à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie. Elles feraient de même partout où elles occuperaient. L'Allemagne combattait les soviétiques depuis 4 ans. Les soldats allemands connaissaient les tactiques soviétiques, les faiblesses soviétiques, les vulnérabilités de l'approvisionnement soviétique. Si les alliés occidentaux fournissaient un soutien, l'Allemagne pourrait continuer à tenir la ligne de l'Est. Jodl proposa que les forces allemandes se rendent à l'Amérique et à la Grande-Bretagne tout en maintenant des positions défensives contre l'armée rouge. Les approvisionnements américains les maintiendraient en combat. La puissance aérienne américaine les soutiendrait. L'implication était claire. Ce n'était pas seulement une reddition, c'était une proposition de changer de camp. Eisenhower ne rencontra jamais Jodl personnellement. Il refusa d'être dans la même pièce que des officiers allemands jusqu'à ce qu'ils acceptent la reddition sans condition. Ce refus n'était pas seulement professionnel. 3 semaines plus tôt, Eisenhower avait traversé le camp de concentration d'Ohrdruf. Il avait vu les corps empilés, les fosses de crémation, les squelettes ambulants. Il avait ordonné à chaque unité américaine dans la région d'être témoin de ce que le régime nazi avait fait. Maintenant, des généraux de ce régime lui demandaient une alliance. La révulsion morale était viscérale. Mais Eisenhower comprenait aussi l'argument stratégique et il comprenait pourquoi il était impossible. Les États-Unis combattaient toujours le Japon. Les planificateurs militaires américains comptaient sur l'entrée en guerre soviétique contre le Japon pour aider à le vaincre. Trahir Staline en Europe signifierait combattre le Japon seul. Le public américain voyait encore les soviétiques comme des alliés héroïques. Les journaux dépeignaient Oncle Joe, Staline, comme un partenaire amical. L'idée de s'allier soudainement à l'Allemagne nazie contre les Russes aurait provoqué un chaos politique. Roosevelt avait pris des engagements à Yalta. Les soviétiques occuperaient l'Europe de l'Est. L'Allemagne serait divisée en zones d'occupation. Rompre ces accords signifiait rompre la parole de l'Amérique. Et il y avait le problème le plus pratique de tous. L'Union soviétique avait 11 millions d'hommes sous les armes, dont environ 6,5 millions de troupes de première ligne en Europe seulement. Si Eisenhower acceptait la proposition allemande et que Staline continuait à se battre, l'armée rouge pourrait ne pas s'arrêter à Berlin. Elle pourrait marcher jusqu'à l'Atlantique. Eisenhower faisait face à un choix impossible. Accepter l'offre allemande et risquer une guerre mondiale avec les soviétiques, la rejeter et livrer la moitié de l'Europe à Staline. Il venait de voir ce qu'un régime totalitaire avait fait à des millions de personnes. Maintenant, on lui demandait de choisir entre en affronter un autre ou abandonner des millions d'autres à son emprise. La réponse d'Eisenhower à Jodl fut transmise par le général Smith. Ce n'était pas une négociation, c'était un ultimatum. L'Allemagne se rendrait sans condition à toutes les puissances alliées, y compris l'Union soviétique. Toutes les forces allemandes sur tous les fronts cesseraient les combats simultanément. Il n'y aurait pas de paix séparée avec l'Ouest. Si l'Allemagne refusait, Eisenhower fermerait les lignes occidentales. Les forces américaines et britanniques cesseraient d'accepter les redditions allemandes. Tout soldat allemand tentant de fuir vers l'Ouest serait renvoyé directement entre les mains des soviétiques. Eisenhower donna à Jodl une date limite, signée avant minuit le 8 mai, ou faire face aux conséquences. Jodl envoya un message urgent à Dönitz. Eisenhower ne bluffait pas. Les Américains forceraient vraiment les soldats allemands à se rendre aux Soviétiques si l'Allemagne n'acceptait pas les conditions sans condition.
Dönitz faisait face à la fin de sa stratégie. Les alliés occidentaux ne sauveraient pas l'Allemagne des Soviétiques. Il n'y aurait pas d'alliance contre Staline. Tout le monde dans le commandement américain ne pensait pas qu'Eisenhower faisait le bon choix. Le général George Patton mettait en garde contre la menace soviétique depuis des mois. Il avait vu le comportement de l'armée rouge dans les zones où les forces américaines et soviétiques se rencontraient. Il avait lu des rapports de renseignements sur des atrocités et des déportations généralisées dans les territoires occupés par les soviétiques. Patton était furieux. Il disait à quiconque voulait l'entendre que les Américains avaient vaincu le mauvais ennemi. L'Allemagne était brisée. L'Union soviétique était le véritable danger. Il exprimait la même logique stratégique que les Allemands exprimaient. Réarmer la Wehrmacht, utiliser les soldats allemands qui savaient comment combattre les soviétiques, repousser Staline jusqu'aux frontières d'avant-guerre alors que les forces américaines étaient encore à pleine puissance. Patton disait que l'Amérique devrait éventuellement combattre les soviétiques. Mieux valait le faire maintenant avec des troupes aguerries et la suprématie aérienne que plus tard quand les soviétiques auraient récupéré et construit des armes atomiques. Ses supérieurs lui dirent de se taire. Prôner publiquement la guerre avec l'allié de l'Amérique était un suicide professionnel. Mais Patton ne pouvait pas rester silencieux. La fenêtre se refermait et personne à Washington ne semblait s'en soucier. Il n'était pas le seul à penser ainsi. Winston Churchill avait ordonné à son état-major de préparer des plans pour attaquer les soviétiques. Le plan s'appelait « Opération impensable ». Les planificateurs de Churchill proposèrent de réarmer 100 000 soldats allemands, environ 10 divisions, pour combattre aux côtés des forces alliées lors d'une attaque surprise contre l'armée rouge. La date cible était le 1er juillet 1945. La proposition allemande n'était pas le désespoir nazi, c'était la même logique stratégique que les chefs militaires occidentaux envisageaient en privé. Dönitz reçut le message de Jodl concernant l'ultimatum d'Eisenhower. Il fit un dernier calcul. Il autorisa Jodl à signer la reddition sans condition, mais il donna aussi des ordres secrets. Les forces allemandes à l'ouest cesseraient immédiatement le combat, mais les forces allemandes faisant face aux soviétiques continuèrent la résistance aussi longtemps que possible. Chaque heure gagnait du temps pour que plus de soldats et de civils fuient vers l'ouest. Chaque heure où le front de l'Est tenait signifiait des milliers de vies sauvées de plus. C'était une course contre la montre. Au moment où Eisenhower réaliserait ce qui se passait, il fermerait les lignes occidentales. Dönitz devait gagner autant d'heures que possible. La marine allemande accélérerait les évacuations à travers la mer Baltique. L'opération Hannibal était déjà la plus grande évacuation navale de l'histoire, sauvant entre 1 et 2 millions de soldats et de civils des territoires occupés par les soviétiques. Elle continuerait jusqu'au dernier moment possible. Dönitz jouait un double jeu. Il donnerait à Eisenhower le document de reddition qu'il exigeait, mais il ignorerait son exigence de cessez-le-feu simultané sur tous les fronts. À 2h41 le 7 mai 1945, le général Jodl signa l'acte de capitulation au quartier général d'Eisenhower à Reims. La guerre en Europe était officiellement terminée, sauf qu'elle ne l'était pas. Le temps continuait de s'écouler. Les unités allemandes continuèrent à se battre à l'Est pendant 2 jours de plus. Staline fut furieux lorsqu'il apprit la reddition de Reims. Il vit exactement ce que les Allemands avaient fait, se rendre à l'Ouest tout en continuant à combattre les Soviétiques. Il exigea une seconde cérémonie de reddition. Celle-ci aurait lieu à Berlin, au quartier général soviétique, présidé par des commandants soviétiques. Le 8 mai, le maréchal Wilhelm Keitel signa à nouveau la capitulation à Karlshorst. Le maréchal soviétique Georgi Zhukov s'assura que le monde voit des officiers allemands se soumettre à l'autorité soviétique. La signature eut lieu tard le 8 mai, mais à Moscou, il était déjà passé minuit. L'Occident célèbre la victoire en Europe le 8 mai. L'Union soviétique célébra le jour de la victoire le 9 mai. Même la date de la reddition devint contestée. Même alors, la résistance allemande continua. Certaines unités combattirent jusqu'au 11 mai, gagnant du temps pour les évacuations de dernière minute. La stratégie de Dönitz avait partiellement fonctionné. Des centaines de milliers de soldats allemands atteignirent les lignes américaines et britanniques avant le cessez-le-feu final.
Des millions de civils échappèrent à l'occupation soviétique. Mais le pari plus large avait échoué. Il n'y aurait pas d'alliance occidentale contre Staline. L'Europe de l'Est tomberait derrière ce que Churchill appellerait bientôt le rideau de fer. Et pour ceux qui n'avaient pas fui, le cauchemar ne faisait que commencer. Tout ce contre quoi les Allemands avaient mis en garde se réalisa, et cela arriva vite. Dans les mois suivant la capitulation, les Soviétiques installèrent des gouvernements fantoches communistes dans toute l'Europe de l'Est. Les dirigeants démocratiques polonais furent arrêtés ou exécutés. Le ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque mourut dans une chute suspecte d'une fenêtre. Les élections libres promises à Yalta n'eurent jamais lieu. Les partis d'opposition furent interdits. La police secrète arrêta quiconque était soupçonné de sympathie anticommuniste. Le rideau de fer descendit exactement là où les forces allemandes et soviétiques s'étaient rencontrées en mai 1945. 100 millions de personnes se retrouvèrent piégées derrière. Les soldats allemands qui s'étaient rendus aux soviétiques eurent exactement le sort que Dönitz avait prédit. Environ 1 sur 3 mourut en captivité. Les derniers prisonniers de guerre allemands, environ 10 000 hommes connus sous le nom de retardataires, ne furent libérés qu'en octobre 1955 après la visite du chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer à Moscou. 10 ans après la fin de la guerre, ces hommes descendirent de train dans un pays qu'ils ne reconnaissaient plus. Leurs familles les avaient pleurés et avaient continué leur vie. Leurs enfants avaient grandi sans eux. Ils étaient des fantômes d'une guerre que l'Allemagne avait passé une décennie à essayer d'oublier. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. En 1947, le président Truman annonça la doctrine Truman. Les États-Unis s'opposeraient à l'expansion soviétique partout dans le monde. La politique d'endiguement avait commencé. En 1949, l'OTAN fut fondée. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres nations occidentales formèrent une alliance militaire contre la menace soviétique. L'alliance qu'Eisenhower avait rejetée 4 ans plus tôt existait maintenant, juste sans l'Allemagne. En 1955, une Allemagne de l'Ouest transformée, démocratique, dénazifiée, reconstruite sous supervision alliée, fut réarmée et admise à l'OTAN. La date de l'admission était le 9 mai 1955, exactement 10 ans jour pour jour après la cérémonie de reddition dirigée par les Soviétiques à Berlin. La Bundeswehr fut officiellement établie en novembre suivant. Ce n'était pas la Wehrmacht renaissante, c'était une nouvelle armée sous contrôle civil démocratique, intégrée aux structures de commandement occidentales. Mais beaucoup de ces officiers avaient servi en 1945. Ils se souvenaient de la proposition qui avait été refusée. La différence entre 1945 et 1955 était de 10 ans et de 100 millions de personnes piégées derrière le rideau de fer. La logique stratégique avait été saine. Le moment avait été impossible. Eisenhower devint président en 1953. Il passa 8 ans à gérer la guerre froide qui aurait peut-être pu être évitée en 1945. Il n'exprima jamais publiquement de regret d'avoir rejeté la proposition allemande. Il maintint que la capitulation sans condition à tous les alliés était le seul résultat acceptable. Mais en 1945, les Soviétiques étaient épuisés. La puissance aérienne américaine était écrasante. L'industrie américaine était intacte. Une confrontation à ce moment-là aurait peut-être pu être gagnable d'une manière que la confrontation ultérieure ne le fut pas. Tous, Patton, Churchill, les Allemands, eurent raison concernant les intentions soviétiques. Savoir s'ils eurent raison concernant la solution reste la grande question sans réponse du XXe siècle. Mais pour les 100 millions de personnes piégées derrière le rideau de fer, la réponse n'avait pas d'importance. Le mur de Berlin fut érigé. Des familles furent séparées tôt pendant des décennies. Des gens furent abattus en tentant de passer de l'Est à l'Ouest. Eisenhower n'avait pas dit non à une alliance, il avait dit d'attendre. Et l'attente dura 45 ans.